Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence, merci de votre accueil, Monsieur Albinet. Je suis très heureux d'être avec vous. Alors bien sûr, dans des conditions sanitaires qui nous imposent le port du masque, je m'en suis un petit peu exonéré étant assez loin du premier rang et m'éloignant un petit peu des organisateurs. Mais je pense que nous allons pouvoir tenir cette rencontre qui a déjà été reportée puisqu'elle était prévue il y a quelques mois, en avril dernier, et que les conditions sanitaires ne nous ont pas permis de tenir à ce moment-là. Merci de votre présence, merci de votre accueil. Je suis heureux d'être parmi vous. Nous sommes le 9 décembre 2021. C'est le 116e anniversaire de la loi du 9 décembre 1905, la grande loi portée par Aristide Briand qui fixe le cadre général de ce qu'est la laïcité et qui est encore particulièrement d'actualité. Particulièrement d'actualité, c'est une loi qui nous donne encore à penser aujourd'hui, c'est une loi de paix. Aristide Briand y insistait beaucoup. La laïcité, ce n'est pas la guerre, la laïcité, c'est ce qui permet de construire la paix. C'est une loi dont Aristide Briand disait qu'elle exige, pour être mise en application, à la fois du sang-froid, de la probité et de l'humanité. Faire de la laïcité une occasion de promouvoir l'humanité, la fraternité, et non pas un outil d'exclusion ou de stigmatisation de certaines ou de certains, c'est bien un enjeu essentiel aujourd'hui, et c'est un enjeu que je suis heureux de rappeler en introduction de cette rencontre. C'est la journée nationale de la laïcité, et aujourd'hui, en principe, dans tous les établissements scolaires du premier et du second degré, les enseignants ont consacré un peu de temps à évoquer ce que la laïcité nous offre, en quoi cette laïcité est gage de liberté, en quoi cette laïcité permet à chacune et à chacun de s'exprimer, de vivre avec autrui, dans le respect réciproque et de construire le bien commun. Alors je vais organiser mon propos autour du titre qui a été rappelé tout à l'heure par Max Albinet, et je vais l'organiser en trois temps. L'éducation d'abord, et je vais essayer de vous montrer que l'éducation, c'est l'école, mais ça n'est pas que l'école. Et je crois qu'il est important de rappeler que l'éducation, ça n'est pas que l'école. Dans un deuxième temps, je m'intéresserai aux grands enjeux que nous vivons aujourd'hui en matière de citoyenneté. Qu'est-ce que c'est qu'être citoyen dans une république, dans une démocratie sur notre planète? Qu'est-ce que ça exige en termes de formation, en termes de pédagogie? Et puis dans un troisième temps, je m'intéresserai alors plus spécifiquement à l'organisation de cette institution scolaire, à la manière dont elle fonctionne et dont elle pourrait peut-être mieux fonctionner pour être encore plus au service d'un monde plus juste et plus fraternel. Alors d'abord, une première série de remarques autour de la question assez globale de l'éducation. L'éducation, disait une des grandes fondatrices de l'éducation nouvelle, Gisèle de Failly, est globale, elle est de tous les instants. Un enfant n'est pas simplement éduqué quand il va en classe, il est éduqué tout le temps. Il est éduqué par tout un système qui l'entoure, qui le porte, qui l'accueille dans le monde et qui va lui permettre de trouver sa place et d'améliorer encore ce monde. Alors chaque fois que j'ai besoin de définir l'éducation, je la définis volontiers comme un écosystème. Qu'est-ce que c'est un écosystème? C'est un système où tout est solidaire. Les choses sont solidaires entre elles. Et quand on touche un élément de l'écosystème, eh bien on agit sur l'ensemble du système. C'est tout bête, c'est tout simple. Voilà, c'est un système d'objets, de réalités, où les relations entre les choses eh bien, sont très importantes. Cet écosystème, pour moi, l'écosystème éducatif, il repose sur trois piliers. Il repose sur trois piliers que sont les parents, l'école et le tissu associatif.
Autour de ces trois piliers, il y a d'autres éléments, et nous les énumérerons, nous les analyserons tout à l'heure, mais je voudrais consacrer un peu de temps à évoquer ces trois piliers, les parents, l'école, le tissu associatif, les mouvements d'éducation populaire. Trois piliers qui sont, me semble-t-il, nécessaires pour l'éducation d'un enfant. Alors les parents d'abord, c'est une banalité de dire que les parents sont nécessaires à l'éducation d'un enfant. Mais il faut le rappeler quand même, il faut le rappeler parce que la France est un pays extrêmement en retard en matière de soutien, d'aide et d'accompagnement de la parentalité. C'est un pays où les parents sont souvent identifiés comme des gens démissionnaires alors qu'ils sont plus vraisemblablement, pour l'immense majorité d'entre eux, assez démunis et peu soutenus. Et c'est un pays où l'on culpabilise volontiers les parents qui ne feraient pas vraiment leur travail sans être suffisamment attentifs à leur apporter le soutien dont ils auraient besoin. Alors pourquoi les parents sont les premiers éducateurs? D'abord parce qu'ils accueillent l'enfant dans le monde, c'est eux qui l'accueillent dans le monde. Ensuite parce qu'ils entourent cet enfant et qu'ils construisent autour de lui un cadre que les psychiatres, les psychanalystes appellent sécure, de la sécurité. Et nous savons aujourd'hui à quel point la construction d'un cadre sécure est nécessaire au développement de l'enfant, est nécessaire à la construction de la personnalité, est nécessaire pour que dans l'enfance et dans l'adolescence se sente bien dans sa peau et qu'il puisse profiter de toutes les réalités éducatives qu'il va rencontrer. Un cadre sécure, c'est un cadre dans lequel on n'est pas en danger en permanence. On n'est pas en danger parce qu'on sait qu'on est protégé par des parents qui vous aiment, par des parents qui créent autour de vous un environnement serein, tranquille, par des parents qui, en même temps, vous permettent d'accepter quelque chose qui est toujours très difficile à accepter quand on arrive dans le monde et qui est la frustration. Pourquoi faut-il accepter la frustration? Eh bien parce qu'un enfant, avant de naître, il vit dans un univers, le ventre de sa mère, où il est logé, nourri, blanchi. Il n'a pas un seul désir qui ne soit immédiatement réalisé. Naître, c'est accéder à un monde où on peut avoir faim, avoir froid, où on peut être mouillé, avoir envie d'être changé et attendre un peu. On peut avoir envie que les parents nous prennent dans les bras et puis ils sont occupés à autre chose. Eh bien, grandir, et c'est difficile, c'est faire le deuil de la satisfaction immédiate de toutes nos pulsions. Voilà. J'ai faim et je n'aurai pas à manger tout de suite. Je suis mouillé et mes parents sont occupés à faire autre chose. Je voudrais qu'ils soient auprès de moi et ils ne sont pas là. C'est une garde qui certes prend soin de moi, mais qui n'est pas ni mon père ni ma mère. Et donc je dois accepter d'attendre. Et cette acceptation de l'attente, qui est une acceptation de la frustration, je ne peux la vivre que si je vis dans un cadre où je sais qu'ils me protègent et qu'ils arriveront à un moment ou à un autre. Et que cette frustration n'est pas le signe d'un manque, c'est le signe que je dois un peu attendre parce que je ne suis pas le centre du monde. Grandir, c'est accepter qu'on n'est pas le centre du monde. Voilà. Que le monde existe, qu'il y a d'autres gens que nous dans le monde et qu'on ne peut pas faire son caprice à chaque instant pour obtenir satisfaction en permanence. Il faut accepter qu'on est dans le monde et qu'on n'est pas le centre du monde. Et le rôle des parents, il est déterminant parce que, en grande partie, c'est cet accompagnement qui va permettre à l'enfant d'entrer véritablement dans ce que nous appelons le désir qui n'est pas la pulsion. Hein, la pulsion, c'est quand c'est réalisé, on revient à l'électroencéphalogramme plat. Hein, pulsion, réalisation, retour à zéro. Hein. Le désir, non. Le désir, c'est ce qui, quand il est réalisé, reste désir. Le désir d'apprendre, eh bien, quand j'ai appris, il continue. Ce n'est pas parce que j'ai appris que j'ai tué le désir d'apprendre.
Le désir amoureux n'est pas aboli par la pulsion sexuelle et par la réalisation de la pulsion sexuelle. Au contraire, la pulsion sexuelle, quand elle se réalise, donne encore plus envie de la présence de l'autre. Eh bien, l'enfant, il doit apprendre à passer de la pulsion du ce que nous appelons, nous, le corps primaire, dire j'ai faim, j'ai soif, je veux, à je désire, mais je suis capable d'attendre et de comprendre que je peux attendre un peu. Et je suis même capable de comprendre que certaines de mes pulsions, que certains de mes caprices ne sont pas légitimes et qu'ils ne seront pas réalisés. Grandir, c'est sortir de ce qu'on pourrait appeler la toute-puissance. La toute-puissance, c'est accepter qu'on rentre dans un monde qui ne fera pas toujours nos 4 volontés. C'est quelque chose qui représente un deuil difficile à faire. Tout enfant doit faire ce deuil difficile de la toute-puissance infantile. Il doit accepter qu'il va devoir négocier, attendre, comprendre, qu'il y a des choses auxquelles il va devoir renoncer et que tout cela va l'aider à grandir, même si sur le moment, il le vit comme un peu une épreuve. Et donc là, le rôle des parents est absolument essentiel. Les parents disent à l'enfant, et il faut que l'enfant l'entende, pas forcément l'entende en termes de phrases, mais l'entende en termes de comportement. Il faut que les parents entendent, il faut que les enfants entendent, des parents qui disent « Je suis là, je suis près de toi, je veille sur toi, je prends soin de toi, mais je ne suis pas entièrement à ton service, ni moi, ni les autres. Et il faut que tu apprennes que le monde n'est pas à ton service, que tu fais partie du monde, tu n'es pas le centre du monde. » Et nous savons aujourd'hui que pour qu'un enfant, quand il arrive à l'école, bénéficie de la culture scolaire, eh bien, il faut qu'il ait intériorisé un petit peu cela. Il faut qu'il se soit formé à cela, et c'est compliqué, c'est difficile. C'est difficile, c'est d'autant plus difficile que les parents ne sont pas vraiment aidés dans ce travail. Au contraire, les parents sont en permanence contrecarrés dans ce travail par un environnement social, médiatique, publicitaire, qui lui dit à l'enfant en permanence « Fais ton caprice, mon petit, ça fait marcher le commerce. Exige, demande, tu finiras toujours par avoir. Hein? Et si tes parents ne te le donnent pas, eh bien, va voir la grand-mère. Si elle ne marche pas, va voir l'oncle ou la tante, et ainsi de suite. Et fais monter les enchères. Explique aux adultes que tu les aimeras s'ils te donnent ce dont tu as envie. » Tout l'environnement sociétal dit ça à l'enfant, en permanence. Il y a quelques mois, j'étais dans le compartiment d'un chemin de fer, d'un vieux TER dans le centre de la France, et il y avait une petite fille avec son papa et sa maman. Et la petite fille plaidait ardemment pour que son papa et sa maman lui achètent des baskets qui s'allument. Je ne sais pas si vous avez ici, mais sans doute des baskets qui s'allument, il y en a partout. Alors la maman dit non, on ne peut pas vraiment acheter des baskets qui s'allument, c'est pas de la bonne qualité, etc. Le père qui en rajoute un peu, dit oui, puis en plus, il voulait faire un peu d'humour, quand il pleut c'est dangereux, ça fait des courts-circuits, etc. etc. Donc il y a une discussion qui s'engage, les parents résistent. Non, on va pas quand même pas t'acheter des baskets qui s'allument. Alors la petite fille ne se démonte pas, elle dit de toute façon c'est pas grave parce que samedi je vais chez mamie. Elle a parfaitement compris, elle fait monter les enchères. Ce à quoi la maman répond immédiatement, mais on ne va pas laisser mamie t'acheter des baskets qui s'allument. Tu as vu le cartable qu'elle t'a acheté à la rentrée, c'était du plastique, ça valait rien. Et le papa qui dit, bah oui, allez, on va les acheter, les baskets qui s'allument, samedi on ira ensemble. La petite fille avait parfaitement compris qu'on peut, d'une certaine manière, faire obéir les adultes en marchandant son amour. Parce que tous les adultes veulent que les enfants les aiment, et tous les adultes sont prêts pour que les enfants les aiment à céder à leurs caprices. À céder à leurs caprices, c'est-à-dire à les maintenir dans l'infantile, à les maintenir dans le corps primaire, à les maintenir dans ce qui les empêche de grandir.
Et ça, c'est une donnée sociologique importante. Pendant très longtemps, les parents ont été aidés en quelque sorte par la société pour qu'ils apprennent cette attente, pour qu'ils apprennent à construire du désir, à vivre la frustration comme une promesse. C'est vrai, je dois attendre un peu, mais c'est une promesse, ça sera encore mieux. Pendant longtemps, ils ont été aidés à faire cela. Aujourd'hui, non seulement ils ne sont plus aidés à faire cela, mais ils sont entourés d'une sorte de, ce que mon collègue Bernard Stiegler appelle un capitalisme pulsionnel, c'est-à-dire une espèce d'agitation médiatique qui dit en permanence « achète, 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 exige, 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 tu auras satisfaction et si tu t'y prends bien, tu finiras par obtenir tout ce que tu veux. » Alors oui, nous savons que ces enfants-là, ceux à qui on n'a pas résisté, ceux avec lesquels on n'a pas travaillé sur la temporalité quand ils arrivent à l'école, eh bien, ils sont dans ce qu'on appelle le passage à l'acte. Le passage à l'acte, c'est l'incapacité à surseoir à quelque chose qui nous habite. Par exemple, l'incapacité à surseoir à la violence. On sait qu'un certain nombre d'enfants, dès qu'un autre les titille un petit peu, hop, ils partent dans les coups, ils partent dans l'insulte, parce qu'ils sont incapables de réfléchir, d'accéder à ce qu'on appelle la réflexivité, et qu'ils sont dans le passage à l'acte permanent. Et on sait à quel point le comportement des familles a été déterminant pour ces enfants-là. Mais le comportement des familles est aussi déterminant sur des tas d'autres plans. Nous avons aujourd'hui énormément d'études qui nous montrent à quel point il y a une inégalité énorme entre les familles dans ce que l'on appelle l'utilisation des paramètres linguistiques, c'est-à-dire du langage. Des travaux maintenant assez anciens, menés par Basil Bernstein en Angleterre, mais qui ont été vulgarisés en France et dans tous les pays européens et du monde, montrent que globalement, un enfant va se développer s'il bénéficie d'un environnement linguistique stimulant. Or, il y a deux types d'environnement linguistique. Il y a ce qu'on appelle le code restreint et ce qu'on appelle le code élaboré. Le code restreint, c'est quand les parents, les adultes qui entourent l'enfant, ne lui parlent que pour désigner des objets, ça c'est une fourchette, ou pour lui donner des ordres, va-t'en ta chambre. Ils ne lui parlent pas pour engager avec lui ou elle un dialogue dans lequel chacun va progressivement affiner son point de vue, reformuler ce qu'il a à dire. Il ne lui parle simplement que dans une sorte de présent immédiat. Voilà, c'est ça, tu dois faire ça. On sait en revanche qu'il y a d'autres familles où le langage qui est utilisé est un langage élaboré. C'est un langage dans lequel on commence à aborder assez tôt des mots un peu abstraits. Oui, tu vois, ça c'est généreux. Ah oui, généreux, ça veut dire gentil, généreux? Ben, pas vraiment. Et quand l'enfant commence à identifier qu'il peut y avoir une différence entre gentil et généreux, ça veut dire qu'il a commencé à entrer dans un usage du langage qui va le préparer à des savoirs scolaires qui précisément sont fondés sur la distinction des termes, la précision et la justesse dans l'explicitation. On sait aussi que les parents qui utilisent la reformulation systématique vont considérablement aider, j'allais dire aimer, mais c'est un beau lapsus, aider leurs enfants. On sait que si quand un enfant dit quelque chose, les seules réponses qu'on a, c'est « c'est idiot » ou « c'est génial », l'enfant ne progresse pas. En revanche, si on lui dit « attends, je n'ai pas tout à fait compris, est-ce que c'est vraiment ça que tu as voulu dire ?» On reformule « ah ben non, je n'ai pas voulu dire ça, ah ben alors explique-moi un peu mieux ». On sait que dès qu'on engage quelque chose qui va permettre à l'enfant de reformuler, de chercher les mots, de s'interroger sur ce qu'il a dit, d'affiner sa pensée ou son projet, on sait qu'on lui rend un service absolument infini parce qu'on lui fait intérioriser un usage du langage qui est précisément l'usage du langage qui va être celui donné dans l'école. Alors je pourrais
multiplier les choses. Évoquer par exemple un problème qui est majeur aujourd'hui, qui est le problème de l'utilisation des écrans. Nous venons de sortir, là, il y a quelques jours, des vacances de la Toussaint. Les vacances de la Toussaint représentent un pic extraordinaire dans l'usage des écrans. On sait qu'il y a des enfants, plutôt de milieux populaires, mais pas seulement, qui passent jusqu'à 16 heures par jour pendant les vacances de la Toussaint devant un écran. 16 heures par jour. Alors, il y a du jeu électronique, il y a de la consultation de YouTube, il y a toute une série de choses, il y a aussi de la télévision, il y a des réseaux sociaux, bien sûr, 16 heures par jour devant un écran. Et puis, à côté de ces enfants qui sont là, plantés devant leur écran, il y en a d'autres que les parents amènent au musée, avec qui ils font des cabanes. Il y a des enfants qu'on associe à la réalisation de recettes de cuisine, avec qui on fait un peu de bricolage. C'est-à-dire que l'on met en situation de faire, de parler sur ce qu'ils font, de réfléchir à ce qu'ils font. Et on sait que ça va provoquer des écarts de comportement scolaire absolument gigantesques. Figurez-vous qu'on a une petite étude parue récemment qui montre qu'à l'entrée en CP, donc après la maternelle, l'écart entre un enfant qui a vécu dans un environnement familial avec un langage stimulant, où on fait avec lui des activités quotidiennes, où on lit des histoires, et puis un enfant qui aura vécu dans un environnement familial où le langage est pauvre, où on le laisse devant l'écran quasiment toute la journée, où on réfléchit jamais avec lui, l'écart à l'entrée en CP équivaut à 3 années scolaires. 3 années scolaires. Donc c'est colossal, c'est considérable. C'est considérable et évidemment les enseignants vont avoir un travail énorme pour essayer de rattraper tout cela et de remettre un peu d'égalité face à cette inégalité majeure que représente le lieu où vous êtes né et l'environnement dont vous avez bénéficié. Si je me permets de vous dire cela, ce n'est pas pour nous décourager collectivement, c'est pour nous dire à quel point l'éducation est une opération qui ne peut pas être réservée ou vue que sous l'angle de l'institution scolaire. Il faut la penser d'une manière plus globale. Il faut reprendre ce vieux proverbe africain, probablement faux d'ailleurs, qui dit « il faut tout un village pour élever un enfant ». Il faut tout un village pour élever un enfant. Il faut ses parents, bien sûr, et il faut l'école. Oui, il faut l'école à côté des parents. Parce que le danger de la famille, c'est l'enfermement. Et là, nous touchons à un des fondements de la laïcité. L'école laïque, ce n'est pas une école qui nie l'importance de la famille, qui nie l'intérêt de la famille. C'est une école qui propose que l'enfant s'ouvre au-delà du cercle familial, qui est souvent un cercle où l'affectivité domine et où la tentation, c'est d'imposer à l'enfant de reproduire ce que sont et ce que pensent ses parents. L'école, elle est le lieu de l'émancipation, nous disaient les grands fondateurs que sont Jules Ferry, Ferdinand Buisson. Qu'est-ce que ça veut dire l'émancipation ? Ça veut dire que chacun d'entre nous, nous avons été faits. Nous avons été faits génétiquement, nous avons été faits socialement. Nous sommes nés quelque part. Moi, je suis né homme, dans les Cévennes, pas très loin, enfant d'une famille très à droite. Moi, je m'appelle Philippe à cause de Pétain. Voilà. J'y peux rien. C'est la contingence. Je n'ai pas décidé tout ça. Je n'ai pas décidé d'être un homme. Je n'ai pas décidé de naître dans les Cévennes. Je n'ai pas décidé de m'appeler Philippe. Je n'ai pas décidé de bénéficier dans ma petite enfance d'une arrière-grand-mère qui a été très à mon écoute et qui me lisait le journal tous les matins, ce qui m'a donné une chance extraordinaire de m'ouvrir au monde très tôt. Je n'ai pas décidé tout ça. Ça, c'est la contingence. Je suis ainsi et chacun est ainsi. Qu'est-ce que propose l'école ? Qu'est-ce que doit proposer l'école républicaine ?
c'est que nul ne se trouve enfermé dans ce qu'il a fait. L'émancipation, ça consiste à dire à un enfant, à un futur adulte, qu'est-ce que tu fais de ce qui t'a fait? Qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu fais toi? Certes, ce qui t'a fait, hein. Moi, je suis un homme de 70 ans, je ne peux pas dire que je suis une femme de 30 ans. Je suis ce que je suis. Mais qu'est-ce que je fais de ce qui m'a fait? Est-ce que je suis capable de dépasser ce qui m'a fait ou est-ce que j'y suis enfermé complètement? Et au cœur de la laïcité, il y a ce projet, que nul ne soit enfermé nulle part, que nul ne soit enfermé dans ce qui le définit, dans ce dont il a hérité, dans le milieu social où il est né, dans l'idéologie avec laquelle il a été élevé, que nul ne soit enfermé. Et pour cela, c'est ce que nous disaient les pères de l'école publique, il faut que l'enfant rencontre d'autres enfants. Ferdinand Buisson lui-même nous disait, c'est le grand penseur de Jules Ferry, hein, Ferdinand Buisson, il nous disait, eh bien, si on me prouvait qu'il y a un moyen meilleur que l'école pour que les enfants apprennent à lire, écrire et compter, je préférerais quand même l'école. Pourquoi? Parce que l'école n'est pas simplement un lieu fait pour apprendre, c'est un lieu fait pour apprendre ensemble. Et le ensemble est aussi important que le apprendre. C'est un lieu fait pour apprendre avec d'autres enfants qui ne me ressemblent pas, qui vivent dans des familles qui sont différentes de la mienne, qui pensent d'une autre manière. Nous venons chacun à l'école avec notre trajectoire, avec notre singularité, pour partager les mêmes savoirs. Chacun est singulier. L'école respecte la singularité de chacun, son histoire, mais elle lui propose, pour s'émanciper, de partager les mêmes savoirs. On peut croire des choses différentes, mais on va apprendre les mêmes choses. On va progressivement être capable de faire dialoguer ses convictions avec ses connaissances. Ça ne veut pas dire qu'on va abandonner ses convictions. Ça veut dire qu'on va entendre qu'il y a des connaissances et que ces connaissances renvoient à des vérités et que ces vérités ne sont pas tout à fait du même ordre que la croyance. Donc l'école, elle est aussi, et quand je dis ça, j'ai conscience de peut-être apparaître provocateur, un moyen pour l'enfant de prendre du pouvoir sur ses parents. Moi, j'ai un souvenir personnel très fort, qui est lié à la première fois où j'ai compris que mon instituteur pouvait me dire des choses qui contredisaient ce que disait mon père et que c'était l'instituteur qui avait raison. Parce que mon instituteur était dans le registre de la rigueur et de la vérité, pas forcément dans celui de l'affectivité. Et que je pouvais donner tort à mon père sans cesser de l'aimer. Et que je pouvais distinguer une relation affective d'une relation intellectuelle. L'école, elle doit permettre cela. Ça, c'est au cœur de la laïcité. Elle doit permettre cela. Elle doit permettre de penser autrement que des gens qu'on continue à aimer. Et ce n'est pas parce qu'on pense autrement qu'on les aime plus, mais on a le droit de penser autrement qu'eux. On n'est pas obligé de penser pareil que les gens qu'on aime. Voilà. Ça, c'est au cœur de l'idéal républicain. Alors, dans l'école, on découvre qu'il y a d'autres familles, qu'il y a d'autres élèves qui sont différents de moi-même. On découvre aussi qu'il y a d'autres langages qui sont sur un autre registre. Hein, le langage scientifique n'est pas tout à fait le même langage que le langage que l'on utilise dans la vie quotidienne. Et puis on va même apprendre des langues étrangères. On va apprendre que le monde ne se limite pas à ma famille, mais pas non plus à mon immeuble, mais pas non plus à mon quartier, mais pas non plus à ma ville, mais pas non plus à mon pays, que le monde entier, il va jusqu'à la planète tout entière et même au-delà.
l'école est le lieu qui agrandit le cercle. L'enfant, il naît dans un petit cercle, sa famille nucléaire, comme on dit. L'école agrandit le cercle. Elle ne détruit pas le cercle familial, mais elle permet à l'enfant d'inscrire ce cercle familial dans un cercle plus vaste et de se sentir solidaire de ce monde tout entier. Moi, j'ai eu la chance pendant de nombreuses années de courir un petit peu les routes et les conférences avec quelqu'un que j'aimais beaucoup, Albert Jacquard, le généticien. Et Jacquard me disait, tu sais, la solidarité, ce n'est pas d'abord une valeur, c'est d'abord un fait. Nous sommes solidaires. Nous sommes solidaires parce qu'il n'y a rien que nous ne faisons qui n'ait pas un impact sur notre environnement et sur nos proches. Nous sommes solidaires. Si la pandémie nous a appris quelque chose, c'est bien ça, nous sommes solidaires. Et cette solidarité, nous pouvons l'activer ou l'ignorer. Ah, je peux l'ignorer, la solidarité, me replier dans mon coin. Ou je peux assumer la solidarité, accepter que, ben oui, cette solidarité, elle se manifeste déjà là, on est 3-4, s'il y en a un qui fait la gueule, ben il gâche la soirée de tout le monde, nous sommes solidaires. Et puis, elle se manifeste dans l'immeuble, dans le quartier, elle se manifeste par le fait que, ben oui, si je jette quelque chose par terre, eh bien, je contribue à polluer la planète, et si je pollue la planète, ben, je participe du fait que, voilà, je l'utilise comme une poubelle et non pas comme un trésor sur lequel je dois veiller. Cette solidarité-là, l'école est faite pour l'apprendre. L'école est faite pour montrer que je suis dans le monde, je ne suis pas le centre du monde, ça les parents l'avaient déjà dit, mais je suis solidaire de tout le monde et du monde entier. Alors vous voyez, il y a quelque chose qui s'agrandit. Les parents font comprendre à l'enfant qu'il n'est pas le centre du monde. L'école fait comprendre à l'enfant qu'il est au sein d'un monde beaucoup plus vaste, qu'il n'aura jamais fini d'explorer et de comprendre, et que ce monde-là, c'est un monde qui est entièrement solidaire autour de lui. Mais je dis souvent, à côté des parents, à côté de l'école, pour que l'enfant trouve un équilibre, il faut toujours un troisième lieu. Sinon, il est pris un peu en tenaille entre la famille et l'école. Ce troisième lieu, que nous appelons souvent, nous, les tiers-lieux, ben, c'est le groupe de copains. C'est le club de modélisme, c'est l'équipe de foot, c'est la colo, le centre social, c'est le groupe de théâtre, celui de rap, que sais-je encore. C'est tous ces lieux dont nos enfants ont besoin parce que ce sont des lieux dans lesquels il n'y a ni leurs parents, ni leurs enseignants. Ce sont des lieux dans lesquels ils vont pouvoir enfin choisir. Parce que je vous l'ai dit, moi, je n'ai pas choisi mes parents. Aucun d'entre vous n'a choisi ses parents. Je n'ai pas choisi mes enseignants. Je n'ai pas non plus choisi ce que j'étudiais à l'école. Dans les papiers qui sont affichés ici, il y en a un qui dit « J'aimerais bien choisir les matières qu'on va étudier à l'école. » Oui, mais c'est compliqué parce que si les enfants pouvaient choisir les matières qu'ils vont étudier à l'école, c'est qu'ils les connaîtraient déjà. Parce que pour pouvoir choisir, il faut déjà les connaître un peu. Et ils ne les connaissent pas. Donc l'enfant, il est quand même bien pas obligé d'étudier ce que les adultes ont décidé qu'il devait étudier. Voilà. Donc il ne peut pas forcément beaucoup choisir à l'école. Il peut choisir un peu, bien sûr, et on en reparlera, mais il ne peut pas beaucoup choisir. Et il est important qu'il ait un lieu où il décide, où il choisisse quelque chose. Je choisis d'aller faire du karaté et je vais faire du karaté. Et j'y découvre là les valeurs de l'engagement, de la responsabilité à l'égard d'autrui. J'y découvre les valeurs de la société qui est faite de gens qui s'engagent ensemble autour d'un projet. Ils n'y sont pas dans le club de karaté parce qu'on les y a mis autoritairement, ils y sont parce qu'ils se sont engagés ensemble à faire du karaté et à le faire le mieux possible. D'ailleurs, vous observerez que même les adolescents les plus rétifs à l'autorité des adultes, quand ils sont autour du tatami de judo ou de karaté, ils respectent extrêmement bien les règles.
ils sont même souvent encore plus à cheval sur les règles que d'autres qui connaîtraient moins bien le sport dans lequel ils sont. Oui, parce qu'ils se sont engagés. Ils se sont engagés. Hein. Récemment, un instituteur me disait, un professeur des écoles, il n'y a plus d'instituteurs aujourd'hui, me disait, oui, il conteste toujours l'autorité des enseignants, mais pas celle des entraîneurs de foot. Ben oui, c'est clair, parce que l'entraîneur de foot, on choisit de faire du foot, alors qu'on ne choisit pas d'aller à l'école. C'est pour ça que c'est un peu plus difficile d'être maître d'école qu'entraîneur de foot. Bon. Mais que c'est absolument essentiel que l'enfant ait la possibilité de vivre dans une famille sécure, avec des parents qui l'encouragent et qui l'aident, d'être dans une école où il va découvrir l'altérité, le monde solidaire, et qu'il ait la possibilité d'être aussi dans des lieux où il va pouvoir s'engager et exercer des responsabilités. Parce que c'est ça qui est essentiel, c'est exercer des responsabilités. Il va découvrir que l'autorité se fonde sur la responsabilité. Oui, j'ai une autorité dans un groupe. Cette autorité, elle est fondée sur la responsabilité que j'ai. Je suis responsable du budget, donc j'ai autorité sur ceci. Je suis responsable des affiches, donc j'ai autorité sur les affiches. Je suis responsable. La véritable autorité, l'enfant va devoir la découvrir dans ces lieux-là. Et il va comprendre que la vraie autorité n'a de légitimité que parce qu'elle est articulée à une responsabilité qu'on lui a donnée ou qu'il a prise. Et donc je crois qu'il est fondamental, important pour un enfant qu'il ait ces trois lieux et que ces trois lieux s'équilibrent. Je vais même aller plus loin dans la provocation, je pense qu'il est même important qu'il joue un peu sur les trois tableaux. C'est-à-dire qu'il joue un peu parfois l'école contre la famille, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Ah ouais, mon instinct a raison contre mon père, mais qui joue aussi un peu parfois l'entraîneur de foot contre le maître ou la maîtresse d'école ou le papa et la maman. Ouais. Parce que l'entraîneur de foot, c'est souvent un jeune adulte. Anthropologiquement, les anthropologues disent que c'est l'image de l'oncle. Hein. Lacan disait l'oncle, c'est le père sans le pire. Hein. Je trouve que c'est une assez belle définition de l'oncle, le père sans le pire. C'est-à-dire quelqu'un qui vous aide, qui est un adulte, hein, mais qui n'a pas une autorité directe sur vous. Vous pouvez très difficilement dire à votre père « Ouais, j'ai raté mon contrôle de maths parce que je pensais très fort à ma copine. » C'est encore plus difficile à dire à son prof. Mais à l'oncle, on peut le dire. Parce que c'est ni le père ni le prof, il est là. Ouais, et lui, il va pouvoir dire « Tu sais, ça m'est arrivé aussi, moi, quand j'étais petit. Mais je m'en suis sorti comme ça. » Et il est important que l'enfant, il ait cette personne-là. C'est pour ça qu'il est si important dans un pays laïque qui se veut porteur d'une éducation émancipatrice, il est si important de développer à la fois l'aide à la parentalité, le soutien des familles, de développer une école authentiquement libératrice où la mixité sociale soit présente au quotidien et de permettre à l'enfant d'être dans des lieux, dans des associations, dans des groupes, dans des mouvements d'éducation populaire où il va s'engager et découvrir à la fois le sens des responsabilités et la solidarité avec autrui. C'est essentiel. C'est essentiel, ce sont les trois piliers de l'écosystème. Alors au-delà de ces trois piliers, il y a d'autres éléments dans l'écosystème, bien évidemment. Je vous prie de m'excuser. Il y a l'environnement matériel de l'enfant. Hein. L'éducation, ça ne se fait pas dans le ciel des idées. Hein. Avoir une chambre plus ou moins bien arrangée, c'est pas tout à fait pareil que de dormir à 5 dans le séjour. Hein. Donc la question du logement n'est pas complètement étrangère à la question de l'éducation. Hein. De même que la question de la nourriture, on sait qu'il y a des enfants qui ne prennent pas de petit déjeuner le matin. Bon, ben, c'est pas grave. Enfin, si c'est grave qu'ils ne prennent pas de petit déjeuner le matin. L'éducation, c'est aussi les rencontres que va faire l'enfant. Mais c'est aussi, et nous le savons beaucoup, les médias. Les médias, j'ai évoqué les écrans tout à l'heure, les médias ont une responsabilité considérable dans l'éducation de nos enfants aujourd'hui. Considérable. Bien sûr, c'est vrai pour ceux qui regardent
12 ou 16 heures par jour les écrans, mais c'est vrai aussi pour les autres. Les médias, ce n'est pas simplement YouTube ou les réseaux sociaux, c'est d'abord, pour beaucoup d'enfants, la télé. Vous savez qu'il y a entre 1 tiers et 40% des enfants d'école primaire qui regardent la télévision le matin. Des dessins animés achetés au kilomètre au Japon, entrecoupés de publicités débiles. Ou d'ailleurs on coupe les génériques pour que l'enfant ne voit pas la différence entre le dessin animé et la publicité. À un moment où l'enfant est dans une phase qu'on appelle d'attention flottante, c'est-à-dire dans une phase où on voit assez mal les choses de manière indistincte, et donc il absorbe. Avec mon collègue Serge Tisseron, on a fait des observations dans les cours de récréation de maternelle le matin. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des enfants très violents. Et qui sont ces enfants? Merci infiniment. Qui sont ces enfants très violents? Ce sont des enfants qui, dans l'immense majorité des cas, ont passé 1 heure et demie devant des dessins animés. Des dessins animés auxquels ils ne comprennent rien, parce que c'est des histoires très compliquées qui, en général, pour des élèves de maternelle, sont absolument incompréhensibles, mais dans lesquels ils voient de la violence. Ils voient des agresseurs, des agressés, parfois un redresseur de tort, ils voient tout ça. Et mon ami Serge Tisseron montre que l'enfant va même s'identifier à des personnages de ces dessins animés, que certains enfants vont devenir violents par identification à ça. Il y a une responsabilité là. Et puis la pub au milieu. Alors je vous invite à regarder sur certaines chaînes, pas sur toutes, les chaînes du service public sont un peu moins gangrénées par la publicité, mais sur les autres, je vous invite à regarder les dessins animés du matin. Vous verrez qu'ils sont entrecoupés de pubs, mais pas simplement de pubs pour des jouets. Alors en cette période, il y a évidemment beaucoup de pubs pour des jouets, avant Noël. Mais il y a aussi des pubs pour des voitures, pour du papier hygiénique, pour tout ça. Pourquoi? Parce qu'on sait que les enfants sont très prescripteurs des achats de leurs parents. Et qu'on utilise l'enfant comme un outil qui va prescrire à ses parents au supermarché: ah ouais, j'ai vu ça à la télé, achète ça. Ou je veux telle voiture. Alors les parents vont résister, évidemment, ils ne vont pas acheter la voiture que l'enfant a vue à la télé, mais quand même, ça peut jouer. Et donc là, il y a un problème. Il y a y compris un problème de respect des droits de l'enfant. Je pense que la France a vraiment à réfléchir sur la manière dont elle respecte la Convention internationale des droits de l'enfant qu'elle a signée en 1989, qui est un texte qui, au titre de l'article 55 de notre Constitution, est au-dessus de nos lois et a fortiori de la dernière circulaire du ministre de l'Éducation nationale. Donc on s'évertue à faire obéir les gens sur des circulaires qui sont obsolètes 15 jours après avoir été émises, mais les textes fondateurs comme la Convention internationale des droits de l'enfant qui interdit de prendre l'enfant pour un cœur de cible publicitaire, bien ça, on s'assoit dessus, très facilement. Donc je trouve que nous avons là à réfléchir sur l'éducation telle qu'elle apparaît dans les médias. Et puis, on pourrait dire, l'éducation, c'est la ville. Selon qu'on propose à des enfants un petit jardin d'enfants avec un tourniquet et un toboggan, ou bien un terrain d'aventure avec des planches, quelques outils, un animateur, et où ils peuvent s'activer, faire des choses, on n'éduque pas les enfants de la même manière quand même. D'un côté, on les fait tourner en rond, au sens propre et au sens figuré. D'un autre, on stimule leur créativité. Et donc, si je me suis permis de vous dire tout cela, c'est parce que je crois très profondément que la question de l'éducation ne peut pas se réduire à la question scolaire, et a fortiori ne peut pas se réduire à des réformes de tuyauterie scolaire. Alors, je vais boire un verre d'eau. Ne peut pas se réduire à des réformes de tuyauterie scolaire, c'est-à-dire à des arrangements qui simplement relèvent d'une forme d'amélioration ponctuelle de tel ou tel dispositif. J'entre maintenant dans ma deuxième partie. Après avoir évoqué ces questions éducatives dans leur ensemble,
et montrer qu'elle relevait de la responsabilité citoyenne de nous tous. Hein? L'éducation, c'est nous tous. C'est toute la société qui éduque. Et c'est notre responsabilité collective, hein, dans laquelle il ne faut pas simplement se contenter d'accuser les autres. On sait bien accuser les autres, nous. Hein, on est très fort en France pour accuser les autres. Les enseignants qui accusent les parents, ouais, ils veulent qu'on fasse réussir les élèves, mais ils ne sont pas capables de les faire se coucher le soir. Comment on peut faire, nous, avec des élèves qui ont dormi que 5 heures par nuit? Ils ont raison. Les parents qui accusent les enseignants, ouais, ils n'ont pas les bonnes méthodes, etc., ils ne s'occupent pas bien de mon fils. Peut-être ils ont raison, mais sortons de ça. Sortons de ça pour nous dire l'éducation est globale et nous pouvons tous y contribuer. Et il n'y a pas dans cette éducation des gens qui seraient les seuls responsables et d'autres qui seraient exonérés de toute responsabilité. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alors ça ne vous a pas échappé, il va peut-être y avoir des élections en France dans quelques mois. Dans pas longtemps, on parle d'éducation, mais qu'est-ce qu'on met derrière le mot éducation? Vous avez entendu parler de la Convention internationale des droits de l'enfant? Vous avez entendu parler de la régulation de la publicité dans les émissions pour enfants? Vous avez entendu parler de l'aide à la parentalité? Vous avez entendu parler du développement de l'éducation populaire et de la création de terrains d'aventure au pied des tours pour que les enfants ne passent pas leur vie à regarder la télévision? Vous avez entendu parler de ces choses-là? Pas du tout. Parce que pour nos politiques aujourd'hui, l'éducation, c'est quoi? C'est améliorer purement et simplement la tuyauterie scolaire. Alors je ne dis pas que la tuyauterie scolaire n'est pas importante. Je dis que cette tuyauterie scolaire s'inscrit dans un ensemble et que les enseignants ne peuvent pas à eux seuls porter la responsabilité de l'éducation des enfants en totalité. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les écarts sociaux, les pratiques familiales, l'environnement médiatique ont une telle importance qu'on ne peut pas dire les enseignants sont responsables de tout. Ils ont un pouvoir, ils ont un vrai pouvoir, mais ils ne peuvent pas porter la responsabilité seuls de l'éducation complète de tous les enfants. Ce n'est pas possible. Si on veut militer, lutter pour l'éducation de nos enfants, il faut le faire par un sursaut collectif et sociétal, et en se serrant les coudes les uns les autres, parents, enseignants, éducateurs, animateurs, mais aussi tous les gens de la ville. Hein? Moi, j'avais fait une étude il y a bien longtemps sur ce que j'avais appelé la pédagogie de la boulangère. Ben oui, la boulangère, dans la manière dont elle rend la monnaie aux gamins, elle peut avoir un acte éducatif ou pas. Hein? Voilà, bien sûr, la possibilité qu'on offre aux gamins de pouvoir se balader dans la ville sans être agressé ou sans être renversé par une voiture, et ben voilà, c'est éducatif ou pas. Hein? Tout ça, ça contribue à porter un projet éducatif qui est un projet global d'une société, qui est un projet qui renvoie à ce qu'une société veut faire pour son enfance, pour sa jeunesse. Deuxième série de remarques, et je renvoie à un autre thème, un autre terme même du sujet qui m'avait été proposé. Être citoyen aujourd'hui, ça veut dire quoi? Parce que si on dit l'éducation doit former des citoyens, demandons-nous ce que c'est qu'un citoyen. Alors on dit citoyen de la République, citoyen de la démocratie, citoyen de la planète. Oui, mais ça veut dire quoi, citoyen? Alors je vais essayer de développer cette deuxième partie en vous offrant deux éléments forts. Pour moi, être citoyen, c'est deux choses. Et deux choses qui ne sont pas facilement compatibles. C'est être capable de penser par soi-même et être capable de construire du commun. Alors, je vais revenir sur les deux choses qui sont, à mes yeux, fondatrices. Penser par soi-même, c'est le philosophe Kant, à qui on disait « qu'est-ce que les Lumières ?» qui répondait par une formule latine, sapere aude, qui veut dire « ose penser par toi-même ». Ose penser par toi-même.
Alors ça peut paraître une grande banalité, pensée par soi-même. Est-ce que c'est vraiment une banalité? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr parce qu'aujourd'hui, nos enfants, et nous-mêmes d'ailleurs, ont subi une multitude d'emprises de ceux et celles qui veulent penser pour nous et qui nous dictent ce que nous devons penser. C'est l'emprise de la pub, des médias, mais aussi l'emprise d'un certain nombre de gourous ici ou là, l'emprise de telle ou telle forme de religiosité, l'emprise de telle ou telle manifestation plus ou moins archaïque d'ésotérisme, l'emprise des théories du complot. Ne croyez pas que ces emprises-là sont minoritaires, hein. L'ésotérisme en France, c'est loin d'être quelque chose de perdu et de fini. Alors bien sûr, il y a ceux et celles qui lisent minutieusement leur horoscope, mais au-delà, il y en a encore beaucoup qui croient en une multitude de forces obscures qui décideraient de notre destin, etc., etc. L'ésotérisme, il est présent aussi dans une multitude de manifestations de charlatans de toutes sortes. Alors peut-être pas ici vous en êtes sans doute préservé, mais moi qui vis dans une plus grande ville, à Lyon, je reçois régulièrement dans ma boîte aux lettres des propositions de multiples charlatans qui prétendent voir dans l'avenir, me libérer des mauvaises influences ou me donner, au contraire, par une imposition des mains, la possibilité de devenir définitivement heureux avec mon conjoint. Les charlatans pullulent. Les charlatans pullulent, les théories du complot pullulent aussi. Moi, je me suis occupé jusqu'à l'an dernier d'une opération pilotée par la Fondation de France qui s'appelait « Tu ne m'auras pas », qui cherche à lutter contre les théories du complot chez les collégiens. Alors moi, j'étais un peu naïf, je croyais qu'il y avait 2, 3, 4 théories du complot. Je pensais que parmi les théories du complot les plus célèbres, il y avait, ils ne sont pas allés sur la Lune, c'est un film qui a été tourné dans le désert, le 11 septembre, c'est la CIA, c'est les Martiens qui ont construit les pyramides d'Égypte. Bon, ça, je savais que ça tournait, globalement. Mais il y a un nombre de théories du complot absolument pas possible, jusqu'à des trucs complètement hallucinants. La Terre est creuse, il y a des armes dedans. Enfin, c'est hallucinant le nombre de trucs qui tournent. Et ces théories du complot, elles sont très séduisantes. Elles séduisent, c'est rigolo. Elles séduisent et elles mettent les gens sous emprise. Parce que quand on adhère à une théorie du complot, on a une lecture du monde simple. Ça vous donne une vision caricaturale mais efficace qui vous permet de comprendre ce qui se passe. Allez, Quanon. Quanon, ça vous explique tout. Pourquoi le monde en est là? Parce que les vilains démocrates kidnappent les enfants pour les faire consommer par de vilains pédophiles, voilà. Ça fait élire Trump, Quanon, quand même, hein? C'est la diffusion de Quanon qui a fait élire Trump. C'est les algorithmes de Facebook qui ont permis de repérer parmi tous les utilisateurs de Facebook ceux qui étaient plus crédules que d'autres et de leur envoyer systématiquement tout ce qui pouvait renforcer leur crédulité jusqu'à la théorie de Quanon sur la pédophilie qui gouverne le monde. Facebook est parfaitement capable de ça. On repère, et non seulement on n'offre pas aux gens de quoi réfléchir sur ce qu'ils pensent, mais on utilise leur crédulité sur une petite chose pour progressivement les amener à croire des choses complètement invraisemblables. Par exemple, aux États-Unis, l'équipe de Trump a utilisé, c'est marrant à dire, hein, mais vous allez voir, c'est moins marrant dans la réalité, a utilisé la crédibilité
ou la crédulité, pardon, non pas la crédibilité, la crédulité des gens au regard d'un certain nombre d'herbes miraculeuses, c'était un des éléments de l'algorithme qui permettait de leur envoyer les théories QAnon. Donc, Facebook repérait les gens qui allaient faire des recherches sur les herbes miraculeuses et on les savait vulnérables, donc on leur renvoyait progressivement des choses de plus en plus ésotériques jusqu'à la théorie QAnon à laquelle ils adhéraient. Et puis alors, Trump qui arborait évidemment le symbole de QAnon, tout ça, le grand complot qui va perdre l'Amérique, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Si je me permets de vous dire ça, c'est parce que ça, ce sont des menaces quand même extrêmement fortes sur la démocratie. Ce sont des menaces sur la démocratie parce que si on se laisse mettre sous emprise, alors des publicitaires, des religieux radicaux, des complotistes de QAnon ou de qui sais-je d'autres, si on se laisse mettre sous emprise par ces gens-là, eh bien, penser par soi-même, alors là, ça disparaît très vite. Or, on pourrait croire que nous sommes rétifs à l'emprise, mais c'est faux. C'est faux parce que ces théories, ces slogans, y compris les slogans populistes qu'on peut entendre ici ou là, ça nous rassure. Ça nous rassure. On aime bien. C'est séduisant et rassurant. Ça nous donne une explication du monde, en général basée sur une théorie très simple, qui est la théorie du bouc émissaire. Il y a un coupable, et ce coupable est la cause de tous nos maux. C'est très simple, ça marche depuis l'origine du monde, et ça marche encore très très bien aujourd'hui. Et ça, c'est satisfaisant pour l'esprit. Ça évite d'avoir à chercher des explications plus compliquées. Pédagogiquement, je traduis ça en disant, ça comble notre désir de savoir et ça tue notre désir d'apprendre. Parce qu'il y a une vraie différence entre le désir de savoir et le désir d'apprendre. Moi, je crois que les enfants veulent savoir, mais ils ne veulent pas forcément apprendre, parce qu'apprendre, ça prend du temps, ça demande des efforts, il faut gâcher du matériel. C'est-à-dire qu'ils veulent savoir, et le plus souvent, ils aimeraient bien savoir sans apprendre. Et nous aussi. Mais savoir sans apprendre, eh bien, c'est basculer dans ces faux savoirs, qui en réalité ne nous apprennent rien et ne nous disent rien. Alors, certains d'entre vous, je pense 2 ou 3 parmi vous, doivent avoir, comme moi, dans leur poche, un appareil de ce type. Alors peut-être que même il y en a un parmi vous qui a une application qui s'appelle PlanteNet, par exemple. Alors avec cette application, eh bien, je peux me promener dans les bois, et puis je vois une plante, et puis je la photographie, et l'application me dit, voilà ce que c'est la fougère machin. Je sais, mais je sais quoi? Je sais que c'est la fougère machin. Pourquoi elle est là? Dans quel écosystème elle vit? Elle a besoin de quoi pour être là? Quelles sont les autres plantes qui sont à côté? J'en sais rien. On me fait croire que je sais, mais je ne sais rien. Je sais nommer. D'ailleurs, je l'oublie. Mais comme j'ai ça dans ma poche, je vais retrouver de toute façon le nom un autre jour. C'est du faux savoir. C'est des connaissances frelatées. C'est pas du vrai savoir qui va chercher à comprendre pourquoi la fougère est là. Qu'est-ce que c'est cette sorte de fougère? En quoi elle se différencie des autres fougères? Est-ce qu'elle meurt l'hiver? Pourquoi? Etc. Il y a des champignons autour. Pourquoi? Comprendre un petit peu comment est fait une forêt. Non. On me dit, vous savez comment elle s'appelle, et donc vous êtes satisfait. Vous avez le nom, vous êtes satisfait. On a comblé votre désir de savoir, et on a tué votre désir d'apprendre, simultanément. Un moteur de recherche, c'est pareil. Alors, il n'y en a plus aucun parmi vous, j'espère, enfin, s'il y en a un, je ne ferai pas l'offense de lui demander de se dénoncer, qui utilise encore Google. Vous savez que Google, c'est un
esclavagiste, puisque Google vous achète et vous vend. Que chaque fois que vous faites une recherche sur Google, Google identifie qui vous êtes et ce que vous cherchez, et il revend ce qu'il sait de vous à des entreprises publicitaires qui vont vous proposer des produits. Donc, vous êtes esclave de Google si vous utilisez Google. Donc, il ne faut pas utiliser Google. Il faut enlever Google de tous vos appareils numériques et mettre un moteur de recherche indépendant. Il y en a, il y a Qwant, il y a Ecosia même, qui est un moteur de recherche écologique, qui plante des arbres, etc., etc., et qui ne revendent pas vos données, qui ne font pas du trafic d'humains, comme Google. Donc, mais vous avez déjà enlevé tous Google, donc je n'ai pas d'inquiétude à ce sujet. Mais même si vous prenez un moteur de recherche éthique, allez, vous cherchez sur Ecosia, le moteur de recherche le plus éthique aujourd'hui. Eh bien, si vous prenez un moteur de recherche éthique et que vous tapez, je ne sais pas, à Châteaufort, si vous êtes un élève de 6e et que vous devez faire un exposé sur le Moyen-Âge, ce qui va apparaître en tête, ce n'est pas ce qui est le plus vrai, c'est que c'est le plus séduisant, attractif, rigolo. Et le plus attractif, le plus rigolo, le plus séduisant, ce n'est pas le plus vrai. Et donc, si je veux aider quelqu'un à penser par lui-même, eh bien, il va falloir que je lui apprenne progressivement que le plus attractif n'est pas forcément le plus vrai. Voilà un des rôles essentiels de l'école. C'est de faire que chaque enfant intériorise l'exigence de précision, de justesse et de vérité. Voilà. Il faut que l'enfant soit toujours plus précis, qu'il veuille toujours aller au plus juste et au plus vrai, en sachant que le plus vrai, il est loin, il est loin, il est loin. La théorie du complot, là, le monde il est fait entre mécréants et croyants. Il n'y a pas de problème, je sais tout. Comment est fait le monde, qui a raison, voilà, ça c'est plus compliqué, faut chercher. Il faut se documenter, il faut aller voir des gens, il faut les interroger, il faut aller, non pas simplement à la page 1, mais 2, 3, 4, 5, 6 du moteur de recherche, il faut confronter, etc. Ça c'est tout un travail qui est celui qui consiste à penser par soi-même. C'est le travail qui consiste à ne pas se satisfaire de la pensée facile, mais à intérioriser l'exigence. Et ça, c'est le rôle fondamental de l'école, l'intériorisation de l'exigence. Dans tous les domaines, l'exigence du travail bien fait, l'exigence de la vérité, l'exigence de la précision, l'exigence de la justesse. L'exigence. Parce que si un enfant n'est exigeant avec lui-même que parce qu'il a peur de l'adulte qui est derrière son dos, quand il n'y a plus d'adulte derrière son dos, il n'est plus exigeant. Plus du tout. Il se laisse aller à la médiocrité. Et donc la réussite de l'éducation, c'est que l'enfant, l'exigence, il l'intériorise. Ça devienne son affaire à lui. Il faut qu'il soit exigeant avec lui-même. C'est ça qui est compliqué. Je parlais d'Albert Jacquard tout à l'heure. Albert Jacquard, quand il me parlait de l'apprentissage, il avait une métaphore très rigolote que j'aimais beaucoup. Il disait l'apprentissage, pour vous le faire comprendre, regardons, voilà, là il y a un lapin, là il y a de la luzerne. Le lapin mange la luzerne. Jusque-là ça va. Et avec la luzerne, le lapin fait quoi? Du lapin. Et qu'est-ce qui garantit que son métabolisme a été efficace? Pas sa capacité à recracher la luzerne. Sa capacité à avoir fait de la luzerne un outil pour grandir. Et Jacquard disait, c'est la même chose pour les apprentissages. Ce qui garantit qu'un apprentissage est efficace, c'est pas être capable de le recracher le jour de l'évaluation. C'est de l'avoir intériorisé, d'en avoir fait un outil pour grandir, pour être plus intelligent, pour être plus autonome, et pour être toujours plus exigeant avec soi-même. C'est pour ça qu'un des enjeux majeurs de l'école qui permet de penser par soi-même, c'est l'évaluation. Soit l'évaluation, elle est, comme le disait Paulo Freire,
qui a été interdit au Brésil depuis Bolsonaro, hein, elle est bancaire, c'est-à-dire que on donne un savoir à l'élève, il le rend le jour de l'examen. On lui met jamais 20, hein, parce que les banquiers prennent toujours un petit bénéfice. Hein. Enfin, on lui met 18, 19, voilà. Et puis on est quitte. C'est l'évaluation bancaire. Soit, et alors on change de paradigme, soit l'évaluation, c'est un outil non pas pour permettre à chacun de vérifier s'il est meilleur ou moins bon que les autres, c'est un outil pour permettre à chacun de devenir meilleur que lui-même. Meilleur que lui-même. C'est quand même autre chose. Moi, c'est pour ça qu'en tant qu'enseignant, j'ai toujours pratiqué systématiquement la double évaluation. Un élève me rendait, quand j'étais instituteur, un dessin, un texte. Je lui mettais quelques appréciations et quelques conseils. Je lui mettais en général 2-3 conseils. Et je lui disais, ça, je note pas. Maintenant, tu vas tenir compte de mes conseils et tu vas faire mieux. Et si ce n'était pas vraiment mieux, je lui refaisais refaire une 3e fois. Parce que je pense qu'il vaut mieux refaire une chose ratée 3, 4, 5 fois pour progresser, plutôt que d'être payé par une mauvaise note. Je bâcle le boulot, je m'en vais avec un 2 sur 20, et tout le monde est content. Plutôt personne n'est content. Mais en tout cas, je n'ai pas progressé. Vous voyez que là, il y a un enjeu majeur pour faire intérioriser l'exigence. Faire intérioriser l'exigence. Moi, quand j'étais enseignant du 1er degré, instituteur, je reste encore très fidèle à la pédagogie de Célestin Freinet. Et donc, je demandais à mes élèves d'écrire des textes libres. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un texte libre? C'est un texte dont je ne dis pas le sujet, mais qui s'accroche à quelque chose que l'enfant a vécu, qu'il a vu, etc. Alors, ils écrivaient des textes libres, et puis le petit Michel ou la petite Maria, je leur disais, tu viens au tableau, à côté de moi, et là, tu écris ton texte libre. Alors aujourd'hui, on ferait ça sur un TBI ou avec tout un tas de trucs, mais peu importe, il écrit ce qu'il a fait. Et puis je mets la petite Maria à côté de moi, puis je me tourne vers la classe et je dis, alors voilà, tout le monde a vu le texte que Maria vient d'écrire, qu'est-ce que vous lui suggérez pour améliorer son texte? Ah, quelqu'un dit, ah ben là, il manque une virgule. Et quelqu'un dit, là, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Là, il faut un adjectif. Ah ben là, la phrase est trop longue. Je ne dis pas à Maria, tu fais ce que ton camarade te dit. Je dis à Maria, tu réfléchis pour savoir si ce que ton camarade te dit améliore ton travail ou au contraire ne l'améliore pas et le dévoie par rapport à ce que tu as voulu faire. Et si tu vois que ça l'améliore, tu le prends et tu corriges toi-même ton texte. Parce que qu'est-ce que je veux? Je veux que la petite Maria, elle réfléchisse à ce qui lui permet d'améliorer ce qu'elle fait pour qu'elle intériorise l'exigence, qu'elle devienne exigeante avec elle-même. Ça me paraît absolument fondamental. Penser par soi-même, c'est accéder à cela, c'est accéder à l'exigence intériorisée. Je ne me satisfais pas du slogan, je ne me satisfais pas de l'à peu près, je ne me satisfais pas d'une facilité de formulation, je creuse. Et ce que je dis là pour la pensée, je pourrais le dire de la même manière pour l'éducation physique. Bon, on pourrait me dire, oui, mais attendez, l'exigence de vérité en éducation physique, ça ne veut rien dire. Si. Moi, j'ai beaucoup appris des collègues professeurs d'éducation physique. Moi, j'étais un très très mauvais élève en éducation physique. Hein. Je restais pendu au bas de la corde, tout le monde rigolait, j'arrivais pas à monter, etc., etc. Bon. Mais j'ai beaucoup travaillé avec les collègues d'éducation physique parce que, à un moment donné, ils ont basculé, ces collègues. Par exemple, ils m'ont expliqué, oui, sauter à la corde, sauter, vous savez, le saut en hauteur, hein. Ah ben, on ne va pas mesurer la performance en fonction de la hauteur qu'on saute, parce que ce serait mettre sur le même plan le gars filiforme parfaitement entraîné, et puis le gars qui a une surcharge pondérale de 10 kg ou de 20 kg, et que je ne peux pas considérer. Donc je vais leur apprendre à tous les deux qu'est-ce que c'est que sauter en hauteur, et puis je vais prendre en compte cette différence-là. Et
Donc je vais faire en sorte qu'ils intériorisent quelque chose qui est l'exigence de précision dans le geste. Hein? Passer de la gesticulation au geste. Voilà un bel objectif des professeurs d'éducation physique. Le geste qui est habité, qui est précis, qu'on sait ce qu'il veut dire, qu'on sait qu'il va produire un effet. Cette espèce de maîtrise de ce qu'on appelle les conduites motrices. Voilà quelque chose d'essentiel. Eh bien, l'école, elle forme cela. Elle forme l'exigence de précision, de justesse et de vérité. Et c'est ça qui permet de penser par soi-même. Penser par soi-même, qui est le fondement de toute démocratie. Mais pour qu'il y ait une démocratie, il ne faut pas simplement que chacun pense par soi-même. Il faut que chacune des personnes puisse parler aux autres. Et que, en parlant aux autres, elles découvrent que la somme des intérêts individuels, ça ne fait pas le bien commun. La somme des intérêts individuels, ça ne fait pas le bien commun. Il y a quelques mois, c'était avant le confinement, mais là je suis un peu perdu avec le temps parce que cette affaire de Covid me fait perdre mes repères temporels. Donc c'était avant le Covid. J'étais invité comme parrain à un conseil municipal d'enfants d'une petite municipalité. Je ne sais pas si vous avez un conseil municipal d'enfants ici, mais enfin bon voilà. Vous avez un conseil municipal d'enfants qui discutait, et alors l'ordre du jour était particulièrement problématique et épineux, puisque c'était la cantine. La cantine. Donc chacun représentant sa classe, son école, etc., au conseil municipal d'enfants, arrivait avec des revendications extrêmement précises. Hein? Nous, on veut le choix entre pamplemousse et crevettes tous les lundis. Puis tous les jours, nous, on veut frites. Bon. Et puis, nous, on veut frites ketchup. Bon, etc. Et puis, nous, on veut spaghetti bolognaise. Et alors, chacun expliquait ce qu'il voulait. Et ça tournait au pugilat. Parce que personne ne se mettait d'accord. Alors, comme on était en train de parler de nourriture, ça m'a évoqué une image qui est très triviale, que j'ai expliquée à ces enfants de primaire, et donc je m'excuse de vous la reprendre parce qu'elle est vraiment faite pour les enfants, mais bon, ce qui est fait pour les enfants est aussi compris en général par les adultes. Enfin, pas toujours, remarquez. Je leur ai dit, écoutez, là, vous me faites penser à des gens qui voudraient faire une bonne purée sans lâcher leurs pommes de terre. C'est-à-dire, chacun est attaché à sa patate, mais en même temps, vous voulez avoir une bonne purée. Alors, éventuellement, vous la lâchez, mais vous voudriez récupérer votre patate dans la purée, quoi. Ben non. Si vous voulez faire une bonne purée, il faut lâcher votre pomme de terre. Il faut accepter qu'il y ait comment on appelle ça ? Un presse-purée. Un presse-purée, ce qu'on appelle dans une démocratie une institution démocratique. C'est-à-dire un endroit où viennent les intérêts individuels et où on mouline pour que ça fasse du bien commun. Mais c'est compliqué, ça. Hein, c'est un vrai travail, ça. Parce que la somme des intérêts individuels, ça ne fait pas le bien commun. Alors il faut travailler à ça. Il faut travailler à ça. Et l'école, elle est faite pour permettre de travailler à ça. Construire du commun. Sortir de soi, de sa volonté de toute puissance et de sa volonté d'imposer son désir aux autres. Alors, il y a des méthodes, on les connaît. Il y a une première chose fondamentale que l'école française sous-estime considérablement, mais qui est essentielle, c'est l'entraide. L'entraide. Avant 1833, avant François Guizot, il existait une modalité d'école qu'on appelait l'école mutuelle, où on regroupait les élèves par classe, non pas du même âge et du même niveau, mais en prenant des élèves qui allaient de 7 à 15 ans, dans la même classe. Et on s'organisait pour que les élèves un peu en avance sur tel sujet servent de moniteurs aux autres. L'entraide. Ça marchait très bien. Ça marchait très bien. Guizot interdit les écoles mutuelles en 1832, 50 ans avant Jules Ferry. Pas du tout parce que ça ne marche pas pédagogiquement,
Parce que Guizot n'est pas du tout ni républicain ni démocrate, et que son problème, dit-il, c'est le gouvernement du peuple, et qu'il veut des élèves obéissants, qui obéissent à leur maître comme ils obéiront plus tard à leur maître dans la société. Donc il fait abandonner l'école mutuelle. Et il interdit l'entraide entre élèves. Avec cette formule tout à fait étonnante, dès que deux élèves se parlent entre eux, c'est qu'ils complotent contre le maître. Bon. Mais en interdisant l'entraide aux élèves, il interdit un outil extraordinaire et fabuleux de progression. Parce que l'entraide aux élèves, ça ne fait pas simplement progresser celui qui est aidé, ça fait encore plus progresser celui qui aide. Nous le savons aujourd'hui, toutes les recherches le montrent. Un élève qui explique à un camarade qui n'a pas compris, il progresse énormément. Parce que le gars qui n'a pas compris va lui poser des questions qui vont l'obliger à travailler, à réfléchir, à formuler, à reformuler, à trouver des exemples, etc., etc. Et les deux vont progresser. L'entraide, c'est le début de la coopération, c'est le début de la solidarité, c'est le début de la fabrique du commun. C'est la découverte nécessaire que l'autre m'enrichit et non pas m'appauvrit. Donc moi je crois à l'entraide entre élèves, de tous les niveaux, au sein d'une classe. J'aimerais que dans toutes les écoles, les élèves des grandes classes, ils tutorent un petit d'une petite classe. J'aimerais qu'on jumelle des personnes en EHPAD avec des ados qui sont en lycée professionnel. J'aimerais que l'entraide se développe à tous les niveaux de la société parce que l'entraide entre les personnes, c'est le début de la société, c'est le début de la socialité, c'est le début de la fraternité, c'est le début de la découverte que l'autre m'enrichit et ne m'appauvrit pas et que j'ai tout à gagner à m'entraider avec l'autre. L'entraide. Au-delà de l'entraide, il y a un peu au-delà ce que Célestin Freinet a proposé, la coopération. Coopérer. Ben oui, tout le monde coopérait à la mise au point du texte de la petite Maria. On coopère, chacun apporte sa pierre et on fait progresser tout le monde en faisant progresser quelqu'un. Coopérer. Faire des projets en commun. Attention, pas des projets où très vite il y a un chef, des exécutants et des chômeurs, hein. Parce que ça, c'est facile. Hein. Je prends 5 élèves, je leur dis faites un panneau sur un pays d'Afrique ou sur un papillon. Ce qui se passe, c'est toujours pareil. Hein. Il y a un élève qui a l'habitude de commander, qui commande. Il y en a un qui a des images chez lui, qui les apporte. Il y en a un qui sait écrire, qui écrit. Et puis celui qui ne commande pas, qui n'a pas d'image chez lui, qui ne sait pas écrire, il ne fait rien. Hein. Et heureusement qu'il ne fait rien, parce que s'il faisait quelque chose, le panneau serait raté. Hein. Et on ne pourrait pas l'afficher pour la fête de l'école. Hein. Donc on dit à celui qui ne fait rien, tu fais bien de rien faire. Hein. Parce que grâce au fait que tu fais rien, notre résultat est meilleur. Si c'était toi qui dessinais alors que tu ne sais pas dessiner, notre panneau serait raté. Hein. Ça, ce n'est pas de la coopération, ça. Ça, c'est le fait de plaquer sur l'école le fonctionnement de l'usine. Voilà. C'est de confondre l'école avec une entreprise. Dans l'école, tout le monde doit progresser. Celui qui ne sait pas dessiner doit apprendre à dessiner. Celui qui ne sait pas l'orthographe doit apprendre l'orthographe. Celui qui est timide doit apprendre à causer, etc., etc. Et donc l'école, elle doit se charger de faire coopérer, mais aussi en faisant exprimer à chacun ce qu'il sait faire et en lui donnant les moyens d'accéder à ce qu'il ne sait pas faire. Il y a un point sur lequel je suis très attentif actuellement, qui est les capacités d'expression orale des enfants. Pour un citoyen, qu'est-ce qui est plus important que la capacité de s'exprimer dans un débat public? J'ai mené une enquête l'an dernier, c'était la première année qu'il y avait ce qu'on appelle le grand oral du bac. J'ai mené une enquête auprès de 2000 à peu près lycéens. C'était une enquête par le numérique, puisqu'on était encore en période de Covid, pour leur demander combien de fois avez-vous eu l'occasion en classe de faire un exposé d'au moins 10 minutes devant vos camarades. Moins de 2%. Moins de 2%. Alors on parle de formation à la citoyenneté, capacité de s'exprimer devant le groupe, moins de 2%. Capacité de faire des recherches, capacité de présenter un argumentaire, moins de 2%. Vous vous rendez compte?
Donc la coopération, ce n'est pas le fait de faire faire à ceux qui savent déjà faire ce qu'ils savent déjà faire. C'est le fait de permettre à chacun d'apprendre à faire ce qu'il ne sait pas bien faire. Et puis la démocratie, la construction du commun, ça suppose aussi l'apprentissage du débat démocratique. Moi, je crois à l'apprentissage du débat démocratique à l'école, et dès l'école maternelle. Alors, ce ne sera pas un débat politique sur pour qui il faut voter ou ceci, cela. Ce ne sera pas un débat sur des questions pour ou contre le nucléaire à l'école maternelle, évidemment. Mais je crois à la possibilité d'organiser un débat sur des questions sur lesquelles les enfants peuvent s'exprimer, mais à plusieurs conditions. 1, donner le sujet un peu de temps à l'avance, pour qu'ils aient le temps d'y réfléchir. Parce que si on n'a pas le temps d'y réfléchir, on est dans la spontanéité et en général, on débite des clichés. Ensuite, avoir un président de séance qui fait respecter le tour de parole, que personne n'interrompe quiconque, que régulièrement on fasse reformuler les choses qu'on n'a pas compris, qu'on stabilise ce sur quoi tout le monde est d'accord et qu'on identifie ce sur quoi les gens ne sont pas d'accord, etc., etc. L'apprentissage du débat démocratique, c'est compliqué, c'est difficile. Ça demande des protocoles compliqués et difficiles. Ce n'est pas le café du commerce, mais c'est nécessaire. Sinon, s'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de démocratie. S'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de mise en commun de ces points de vue individuels, il n'y a pas de presse purée, pour reprendre mon image de tout à l'heure. Et donc, vous voyez que l'école, elle doit à la fois permettre à chacun de penser par lui-même, dépasser ses préjugés, et pas simplement politique, mais des préjugés, on en a surtout. L'enfant en 6e, il croit quoi? Il croit que dans la phrase, le sujet fait l'action. Moi, j'ai enseigné le français en 6e pendant des années. Je disais, qu'est-ce qu'un sujet dans la phrase? C'est ce qui fait l'action. Et à la voix passive, alors? Ah ben oui, monsieur, il subit l'action. Et à la voix pronominale? Ben, le sujet fait et subit l'action, d'accord. Et dans la phrase, Pierre reçoit une gifle. Ah. Il croyait savoir ce qu'était le sujet. Il n'en sait rien. Parce que dans la phrase « Pierre reçoit une gifle », c'est une voix active où le sujet subit l'action. Ah, ça devient compliqué, Donc il va falloir travailler. On croit toujours savoir, mais on ne sait jamais. Et il faut travailler ça. Le gamin en 6e, il croit que ce qui fait pousser la graine, c'est la terre. Alors on lui donne une graine et 2 pots de yaourt, un plein de terre, un plein d'eau, dans lequel il faut mettre pour que la graine pousse. Il la met dans la terre. Et si on ne l'arrose pas, la graine ne pousse pas. Bon. Et donc, aider chacun à penser par lui-même, c'est aider chacun à devenir capable de dépasser ses préjugés, à être un chercheur. Faire de nos enfants des chercheurs, qu'ils aiment chercher, qu'ils aiment l'aventure de la recherche, les mettre en recherche en permanence. Faire des enquêtes, faire des exposés, ça c'est formidable. Et puis les aider à construire du commun, c'est-à-dire à échanger entre eux, à s'entraider, à coopérer, à débattre d'un certain nombre de questions qui les préoccupent, à distinguer ce qui relève des faits et ce qui relève des opinions. Il y a des faits, les faits on n'en discute pas, ou en tout cas, une fois qu'ils sont établis, on les respecte, et puis il y a des opinions. On peut avoir le droit, et on a le droit d'avoir des opinions. La question de savoir si ce monsieur est coupable dans un procès, c'est un fait, et on a intérêt à l'établir comme un fait. La question de savoir s'il a des circonstances atténuantes ou pas, c'est une opinion. Tu peux considérer qu'on peut lui pardonner, ou au contraire qu'on ne peut pas, ça c'est des opinions. Mais le fait, lui, c'est un fait. Arriver à distinguer tout ça, ça fait partie de la formation du citoyen, un citoyen de la République, un citoyen de la démocratie, un citoyen de la planète. Comment un citoyen de la planète? Eh bien, parce que progressivement, l'enfance va se retrouver solidaire de cette planète, et que le monde ne va pas lui apparaître comme une sorte de magasin à piller, mais comme un trésor à explorer. Transformer le monde que
ce ne soit plus un magasin à piller où il faut s'arracher les objets pour toujours avoir plus que les autres, mais un trésor à explorer, un lieu fantastique avec plein de cachettes, de trucs où on va trouver des choses, on va explorer. Mais les gamins, ils adorent explorer. Donc soit on peut flatter leur désir de possession et les enfermer dans l'infantile, soit leur permettre au contraire de devenir de véritables explorateurs qui n'ont jamais fini d'apprendre et qui apprendront pendant toute leur vie. Troisième série de remarques, et je vais vite parce que le temps passe. Troisième série de remarques, pour que cela se concrétise au quotidien dans notre institution scolaire, je pense qu'il faut quelques évolutions. Il faut quelques évolutions. Il faut une première évolution qui me paraît fondamentale, essentielle. Il faut passer d'un pilotage par les résultats à un pilotage par les finalités. Voilà. Pilotage par les résultats, c'est les évaluations. Qu'est-ce qu'évaluent les évaluations? La capacité à passer des évaluations. C'est très bien. On peut former nos élèves à passer des évaluations. Mais la citoyenneté, ça ne s'évalue pas d'une manière quantitative et chiffrée. Et si on veut véritablement que l'école poursuive la formation à la citoyenneté, il faut l'afficher. Il faut le dire que les finalités de formation à la citoyenneté, penser par soi-même, acquérir la pensée critique, construire du commun, c'est des finalités que chacune et chacun doit mettre en place dans sa classe et qui comptent. Ce n'est pas simplement un supplément d'âme qu'on fait de temps en temps, le vendredi après-midi, de 4h à 4h30, quand on n'a rien d'autre à faire. C'est tout le temps. Il faut passer d'un pilotage par la concurrence entre les élèves ou d'un pilotage par la débrouillardise, ce qui est aujourd'hui le cas de la manière dont on utilise par exemple Parcoursup. Parcoursup, c'est de la débrouillardise. Les gamins qui sont en terminale et qui utilisent Parcoursup, d'abord, il faut qu'ils fassent 10 lettres de motivation. Alors, il y a des gens qui ont des parents qui savent faire ça. Il y en a d'autres qui ne savent pas faire ça. Moi, j'ai fait des lettres de motivation l'an dernier pour un de mes petits-fils, qu'il a envoyé d'ailleurs. Mais je sais très bien que tout le monde n'a pas la possibilité de demander à son grand-père de faire 10 lettres de motivation. On est là dans quelque chose qui relève quand même d'une très grande inégalité. Passer du pilotage par la concurrence à un pilotage par la solidarité. Et la solidarité, y compris dans la gestion du système. À qui va l'argent dans l'école aujourd'hui? Aux riches. Alors vous me direz, il y a des réseaux d'éducation prioritaire. L'éducation prioritaire, lancée en 81 par un grand ministre, Alain Savary, qui disait il faut donner plus et mieux à ceux qui ont moins. Et on dit qu'on continue à faire ça. Pourquoi? Parce que dans un collège d'éducation prioritaire, on donne quelques heures supplémentaires aux enseignants, on les décharge un tout petit peu, et les élèves ont quelques heures de plus. Maintenant, si vous regardez un peu dans le détail, et que vous preniez ce qu'on appelle le budget consolidé d'un collège qui est en zone d'éducation prioritaire, c'est-à-dire intégrant les salaires, et que vous divisiez le budget consolidé par le nombre d'élèves, vous vous apercevez que l'élève d'une zone d'éducation prioritaire coûte vraiment beaucoup, beaucoup moins cher que l'élève d'un collège de centre-ville. Pourquoi? Parce que dans le collège d'éducation prioritaire, les profs sont très jeunes, donc ils coûtent moins cher. Ils coûtent moins cher quand on est jeune que quand on est vieux, forcément. Mais mieux encore, ils sont pour la plupart vacataires et contractuels. Donc ils font plus d'heures en étant payés moins. Alors que dans le collège de centre-ville, les profs sont agrégés ou capétiens, font moins d'heures, ils sont plus âgés, donc ils coûtent plus cher. Donc finalement, quand vous regardez ce que coûte à la nation et aux contribuables un élève en grande difficulté qui n'a pas trouvé sa panoplie d'élèves à son berceau, à sa naissance, il coûte moins cher
que l'élève qui a toutes les facilités pour réussir. Donc quand on nous dit on donne plus à ceux qui ont moins, c'est faux. On donne quelques heures de plus, mais regardons dans le détail, en fait on donne moins. Regardons ce qu'on donne pour un étudiant de classe préparatoire aux grandes écoles par rapport à ce qu'on donne pour un étudiant de première année, de STAPS, de psycho ou de maths. Hein? C'est de 1 à 7. On est quand même dans des proportions assez étonnantes. On est les spécialistes en France d'un système qui consiste à arroser là où c'est mouillé. Hein? On touche, c'est mouillé, donc on en rajoute un peu d'eau. Hein? On ne va pas arroser là où c'est sec. Hein? On arrose plutôt là où c'est mouillé, systématiquement. Donc l'argent va aux riches. Donc on est dans un pilotage qui est un pilotage par la concurrence, où, hélas, les écarts s'accroissent au lieu d'être résorbés. Je ne suis pas un fanatique des comparaisons internationales, mais il y en a une qui s'appelle PISA, mais il y a TIMSS, il y a Pearl, il y en a des tas d'autres, qui nous montre quand même quelque chose de très préoccupant. La France reste un des pays du monde, testé par l'OCDE, où les écarts entre les plus faibles et les plus forts ne cessent de s'accroître d'année en année. Ce qui veut dire que nous formons de très bons élèves, que l'Amérique nous envie, mais que l'écart entre eux et les plus faibles s'accroît, et que notre système est un système qui est non seulement inégalitaire, mais qui accroît les inégalités sociales. C'est une vraie question quand même. Et on ne peut pas dire que c'est une fatalité, parce qu'il y a des pays qui, eux, n'accroît pas les inégalités sociales, ou beaucoup moins que nous. Nous sommes un pays qui, quand même, ne place pas la solidarité au cœur de la gestion de son système scolaire. Et puis, parmi les renversements nécessaires encore, il y en a un autre auquel je suis très attaché, c'est de renverser ce qu'on pourrait appeler le déclaratif par la mise en œuvre. Le déclaratif, c'est quoi? C'est passer son temps à dire les valeurs de la République, c'est liberté, égalité, fraternité, répétez après moi. Il répète. Mais en réalité, les valeurs de la République, bien sûr que c'est liberté, égalité, fraternité. Mais si on veut que les élèves y croient, y adhèrent à ces valeurs de la République, le problème, c'est pas de leur faire apprendre par cœur, de leur faire répéter, de leur faire des discours, de leur faire des sermons. Le problème, c'est de leur faire vivre les valeurs de la République. Qu'est-ce que ça veut dire vivre? Liberté, égalité, fraternité. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment il le ressent, l'élève de lycée professionnel, l'égalité, quand on lui parle d'égalité? Lui qui a été orienté en CAP teinturier pressing parce qu'il n'y avait pas de place nulle part ailleurs, hein? Comment il ressent l'égalité par rapport aux copains qui, lui, a pu trouver une place dans un lycée privé de centre-ville parce que les parents avaient du fric? Comment il la ressent, l'égalité, le gamin, là? Pour lui, l'égalité, c'est un mot creux, hein? On peut toujours lui dire « récite liberté, égalité, fraternité », mais cette récitation-là, elle n'a pas beaucoup d'impact sur ses convictions, parce qu'on est dans le déclaratif. On est dans ce que Ferdinand Buisson considérait comme étant la pire des choses. Il parlait du catéchisme laïque. Il disait, mais la laïcité ne peut pas s'enseigner comme un catéchisme. C'est le contraire du catéchisme, précisément, la laïcité. C'est le contraire du catéchisme, la laïcité. Comme les valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, ça ne s'enseigne pas comme un catéchisme, ça se vit. Ça se vit au quotidien. La fraternité, ça se vit. Alors on pourrait dire la sororité aussi, parce que je sais qu'aujourd'hui, il faut être prudent sur le genre, donc fraternité, sororité, solidarité. Vous utilisez le terme qui vous convient, mais la fraternité, ça se vit. Ça se vit dès lors qu'on s'entraide, dès lors qu'on travaille ensemble, dès lors qu'on s'appuie les uns les autres. Et la liberté, ça se conquiert. Ça se conquiert par la possibilité de s'émanciper, de se dépasser.
par la possibilité de ne pas rester enfermé dans une étiquette. Juste un mot là-dessus. Moi, je suis effrayé d'un certain climat idéologique qui se répand aujourd'hui en France, et que j'appelle l'essentialisme, c'est-à-dire l'enfermement de quelqu'un derrière une étiquette, derrière ses origines, derrière sa race, derrière ses symptômes, derrière son vêtement. Enfermer les gens, mais c'est la pire des choses. Aucun être humain n'est réductible à une étiquette. Aucun être humain n'est réductible à une étiquette. Et nous avons là une exigence fondamentale de la République. Dans cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est quand même ce sur quoi la République s'est construite. Alors je conclus, parce que j'ai déjà parlé beaucoup, qu'il nous faut du temps pour débattre un petit peu. Les défis sont considérables. Les défis sont considérables. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont considérables qu'il faut se décourager. Au contraire. Je pense que c'est parce qu'ils sont considérables qu'il faut se mobiliser. Et je remercie de tout cœur la Ligue de l'enseignement, la Ligue des droits de l'homme et tous ceux et toutes celles qui se sont organisés aujourd'hui pour préparer cette rencontre, parce que nous avons besoin de cette mobilisation citoyenne autour de l'éducation. Nous avons besoin de cette réflexion citoyenne autour de l'éducation, à un moment où, plus que jamais, l'éducation, c'est l'avenir quand même. Hein. L'éducation, c'est l'avenir. L'éducation, c'est le monde de demain. C'est quels enfants nous voulons et pour quelle société. Des enfants fraternels, solidaires pour un monde plus juste. Oui, je crois que c'est ce que nous voulons tous. Mais alors, si nous le voulons, eh ben, faut nous mettre au boulot. Voilà. Il faut interpeller ceux et celles qui vont nous gouverner en leur demandant « Oui, vous faites quoi pour que demain le monde soit plus juste et plus fraternel ?» Bien sûr, il faut que nos enfants apprennent à lire, écrire et compter. On n'est pas contre, au contraire. Mais on apprend à lire, écrire et compter, on peut l'apprendre en se faisant la guerre, ou on peut apprendre en préparant la paix. Et il vaut mieux l'apprendre en préparant la paix, parce que ça nous ouvre quand même vers un avenir un peu moins sombre. Voilà, je vais m'arrêter là, je vous remercie de votre attention, et on va passer maintenant à un petit temps d'échange, si vous avez encore quelques temps, et si vous le voulez bien. Voilà, merci.